Je fixe une mer de soie, de diamants et de panique pure et absolue. La salle de bal du Seattle Grand Hotel est si silencieuse en ce moment que l'on pourrait entendre un seul cristal tomber de l'énorme lustre au-dessus de nous et se fracasser sur le sol en marbre italien importé. L'air dans cette pièce est lourd, épais du parfum des coûteux parfums français, des viandes rôties et de la soudaine odeur âcre de la peur. J'ai 30 ans. Je porte un élégant costume noir sur mesure qui a coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, un costume qui impose le respect sans le réclamer à corps et à cri. Et je me tiens exactement au centre de la scène principale, ma main serrant le métal froid du microphone. C'est le gala du 25e anniversaire de l'Empire de la mode Kensington. Cette nuit a été méticuleusement planifiée depuis plus d'un an pour être une célébration glorieuse, un couronnement pour l'héritage de ma famille. Elle est censée être une nuit de triomphe et d'applaudissements sans fin. Au lieu de cela, c'est une exécution publique. En bas, au premier rang, assis à une table recouverte de soie blanche et parsemée de roses rouges, se trouve mon père, Gregory Kensington. Il a l'air de s'être fait violemment vider de tout le sang de son corps. Son visage, habituellement si suffisant et plein d'une autorité incontestable, a maintenant la couleur de la vieille cendre. Sa mâchoire est serrée si incroyablement fort que je peux presque entendre ses dents craquer sous la pression. À côté de lui se trouve ma mère, Catherine. Elle s'agrippe à son énorme collier de diamants si fort que ses jointures sont d'un blanc pur, ses yeux écarquillés par une terreur qu'elle ne peut cacher derrière son maquillage soigneusement appliqué. Et ma sœur aînée Evelyne, l'enfant prodige, l'héritière intouchable du trône de la mode. Elle tremble visiblement. Ses mains tremblent si violemment que le champagne millésimé hors de prix contenu dans sa coupe en cristal déborde, s'écoulant en filets réguliers sur sa robe de haute couture sur mesure, ruinant le tissu délicat. Elle me dévisage comme si elle regardait un fantôme. D'une certaine manière, c'est vraiment le cas. Je me penche vers le microphone. Le crissement aigu du retour audio perce le lourd silence de la salle de bal, faisant tressaillir et se boucher les oreilles de quelques-uns des riches mondains des premiers rangs. Mais je ne détourne pas le regard de ma famille. Je garde les yeux fixés sur Gregory. Je lui dis, ainsi qu'aux 500 investisseurs, partenaires commerciaux et vautours médiatiques présents dans la salle, que les empires construits sur du code volé, des fraudes d'entreprises et des filles brisées finiront par être réduits en cendres. Je leur dis d'une voix parfaitement stable et dénuée de toute pitié que l'entière fondation de leur nouvelle division technologique très attendue est un mensonge absolu. Je leur dis qu'elle est construite sur le vol. Attendez une minute. Commencer par un gala chic et lâcher une bombe nucléaire sur sa propre famille devant 500 investisseurs. C'est une énergie de patron de niveau supérieur. Je suis déjà tellement investi dans cette histoire. Qu'ont-ils bien pu faire pour la rendre aussi impitoyable? Le halètement collectif qui ondule à travers la gigantesque salle de bal est électrique. Il commence au premier rang et se propage jusqu'aux portes du fond. C'est le son le plus beau et le plus profondément satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. La panique dans les yeux d'Evelyne se transforme en un désespoir absolu et écrasant lorsque la réalisation la frappe. Les appareils photo crépitent. Les journalistes au fond tapent déjà frénétiquement sur leur téléphone. Elle est ruinée. Ils sont tous ruinés. Leur réputation parfaite se désintègre en temps réel. Mais pour vraiment comprendre la gravité de ce moment précis, pour comprendre pourquoi je me tiens ici en détruisant systématiquement ma propre chair et mon propre sang sans aucune hésitation ni culpabilité, nous devons rembobiner. Nous devons remonter le temps d'exactement 11 ans. Nous devons revenir à une nuit qui a commencé avec un simple diplôme d'études secondaires et s'est terminée par le son brutal et résonnant d'une porte verrouillée. Il y a 11 ans, j'avais 19 ans. Le matin de ma remise de diplôme d'études secondaires, l'air dans le manoir Kensington était épais et suffocant, comme il l'avait toujours été chaque jour de ma vie. Notre maison, située dans le quartier le plus riche de Seattle, était pratiquement un musée rempli d'art contemporain inestimable, de froides statues de marbre et de meubles antiques sur lesquels personne n'était jamais vraiment autorisé à s'asseoir confortablement. Tout devait paraître complètement parfait de l'extérieur. Nous devions paraître complètement parfaits. Ma famille vivait, respirait et vénérait l'empire de la mode Kensington. Gregory était l'impitoyable président-directeur général, un homme qui considérait les gens comme des nombres sur une feuille de calcul. Catherine était sa partenaire polie et silencieuse dans les relations publiques, une femme qui se souciait plus de ce que les voisins pensaient que du bonheur de ses propres enfants. Et Evelyne, qui avait 21 ans à l'époque, était déjà soigneusement préparée pour reprendre la direction créative de l'entreprise entière. J'ai toujours été l'intruse,
le défaut dans leur ligne génétique parfaite. Je détestais les tissus de créateurs qui grattent et inconfortables qu'ils me forçaient à porter. Je détestais les essayages de robes interminables et épuisants. Je détestais les faux sourires figés que nous devions arborer pour les caméras mondaines. Je préférais de loin le bourdonnement calme et logique d'un ventilateur de refroidissement d'ordinateur au bruit chaotique d'un défilé de mode. Ce matin-là, nous étions tous assis autour de l'énorme table à manger en acajou dans la salle à manger formelle. L'odeur du café à torréfaction foncée fraîchement préparé et des coûteuses pâtisseries importées remplissaient la pièce. Je portais encore ma toge de remise de diplôme bleu, ressentant une rare et fragile étincelle de fierté dans ma poitrine. Je venais d'obtenir mon diplôme tout en haut de ma classe, majeur de promotion d'une école privée hautement compétitive. Je pensais si incroyablement naïvement que peut-être aujourd'hui, juste pour un jour, ils allaient enfin me regarder et être fiers. J'ai pris une profonde inspiration, calmant mes nerfs, et je leur ai fait part de mon plan pour l'avenir. Je leur ai dit que je n'allais absolument pas m'inscrire à l'académie de design de mode prestigieuse et incroyablement chère qu'ils avaient déjà choisie et payée à Paris. Je leur ai dit que j'allais étudier l'informatique dans une université d'État. La réaction fut instantanée et brutalement cruelle. La température dans la salle à manger a semblé chuter sous le point de congélation. Grégory a posé lentement et délibérément sa tasse de café en porcelaine. Le tintement de la tasse contre la soucoupe a résonné comme un coup de feu. Il m'a regardé, non pas comme un père regardant sa fille adolescente, mais comme un investisseur furieux regardant un terrible actif déficitaire. Il s'est penché en avant sur la table et, d'une voix aussi froide et dure que de la glace solide, il m'a qualifié de honteux gaspillage d'espace. Il a dit que j'étais une tache sur l'héritage de la famille Kensington, une idiote inutile qui voulait jouer avec des claviers au lieu de diriger une entreprise mondiale. J'ai regardé ma mère pour chercher de l'aide, priant pour juste un seul mot de défense ou même simplement un regard compatissant. Catherine a simplement ramassé sa serviette en lin, s'est délicatement essuyé le coin de la bouche et a regardé par l'énorme bail vitré vers le jardin, ignorant complètement et totalement mon existence, comme si j'étais invisible. Puis ce fut le tour d'Evelyne. Elle a lâché un rire aigu, méchant et moqueur qui a fait exactement l'effet d'une gifle physique en plein visage. Elle m'a regardé de la tête aux pieds avec un dégoût pur, ricanant de mon manque de maquillage coûteux et de ma simple queue de cheval en bataille. Elle m'a traité d'ultime déception familiale. Elle m'a dit qu'il était embarrassant de me regarder, que j'étais laide à l'intérieur comme à l'extérieur, et que je ne survivrais jamais dans le monde réel pendant une seule semaine sans leur argent et leur nom pour me protéger. Vous vous moquez de moi en ce moment ? Votre propre sœur vous traitant de déception laide et inutile juste parce que vous voulez étudier l'informatique au lieu de la mode. La toxicité dans ce manoir est suffocante. Comment gérez-vous les frères et sœurs qui agissent comme des enfants prodiges et vous traitent comme de la boue ? Les violences verbales se sont déversées sur moi comme de l'acide brûlant, dissolvant cette minuscule étincelle de fierté jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que de la honte. Plus tard cet après-midi-là, je marchais dans le couloir et je suis passé devant le bureau privé de Grégory. La lourde porte en chêne était entr'ouverte d'à peine un pouce. Je l'ai surpris au téléphone avec un partenaire commercial majeur. Il parlait de moi. Il a eu un rire sombre et cruel et a dit que j'étais un défaut génétique complètement inutile. Il a dit à l'homme au téléphone qu'il allait me couper les vivres complètement et que je reviendrais ramper vers lui, suppliant à genoux pour un emploi au salaire minimum dans la salle de courrier de l'entreprise d'ici un mois. Il a dit que je n'étais absolument rien. C'est à ce moment précis que quelque chose a définitivement cassé au fond de ma poitrine. La tristesse s'est évanouie, remplacée par quelque chose de sombre et de solide. La confrontation a dégénéré en un chaos pur cette nuit-là. Lorsque Grégory m'a appelé dans le salon pour exiger formellement que je fasse mes valises pour Paris, j'ai tenu bon. J'ai refusé de reculer. Et Grégory a finalement décidé qu'il en avait assez de ma rébellion. Il ne m'a pas seulement renié verbalement. Il voulait effacer physiquement et violemment ma présence de sa maison parfaite. Evelyne a pris un immense plaisir sadique dans ce processus. Pendant que Grégory me hurlait dessus dans le couloir, Evelyne a marché droit vers ma chambre. Elle n'a pas sorti mes coûteux bagages en cuir. Au lieu de cela, elle a apporté un sac poubelle géant en plastique noir très résistant depuis la cuisine. Elle ne m'a même pas laissé emballer mes propres affaires personnelles ou mes livres. Elle est allée directement à mon placard, a attrapé les vêtements unis sans marque que j'avais réussi à acheter pour moi-même au fil des ans, quelques jeans bleus délavés, quelques t-shirts en coton uni, 2 ou 3 chandails gris usés, et les a tous fourrés violemment au fond du sac poubelle.
Elle a arraché mon chargeur de téléphone de la prise murale, cassant le boîtier en plastique, et l'a jeté dedans. Ensuite, elle est sortie dans le couloir et m'a poussé le lourd sac poubelle directement dans la poitrine si fort que j'ai perdu l'équilibre et trébuché en arrière sur le sol en bois dur. Grégory ne m'a pas tendu la main pour m'aider à me relever. Au lieu de cela, il m'a attrapé rudement par le haut du bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma peau, et m'a traîné en bas du grand escalier majestueux. Il m'a fait marcher devant les peintures inestimables et les vases en cristal, me traitant comme une criminelle escortée hors d'un bâtiment. Il a ouvert la lourde porte d'entrée en chêne et m'a violemment poussé dehors sur la pierre froide du porche d'entrée. La météo de Seattle était horrible cette nuit-là. La pluie tombait à verse en épaisse nappe glaciale, implacable et impitoyable. J'ai trébuché sous la force de sa poussée et j'ai laissé tomber le sac poubelle noir sur la pierre mouillée pleine de flaques. Grégory se tenait dans l'encadrement chaud et bien éclairé de la porte, me dominant comme un dictateur chassant un traître. Son visage était tordu par un dégoût pur et absolu. Ses derniers mots pour moi n'ont pas été un au revoir. Ils ont été une malédiction vicieuse. Il a pointé un doigt vers moi et m'a dit de ne jamais, au grand jamais, revenir dans cette maison, de ne plus jamais les contacter jusqu'à ce que j'aie un visage qui vaille réellement la peine d'être regardé. Il m'a dit que j'étais morte pour lui. Puis il a reculé et a claqué l'énorme porte. Le son de ce lourd pêne dormant en métal se verrouillant en place avec un clic fort et résonnant a été le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma famille me coupant chirurgicalement de leur vie pour toujours, m'enfermant dehors dans le froid. Mon cœur se brise littéralement pour elle. Mettre ses vêtements dans un sac poubelle et la pousser dehors sous la pluie glaciale avec $43. Ce n'est pas de l'éducation. C'est le mal pur. Que feriez-vous même si vous aviez 19 ans et vous retrouviez complètement abandonné dans les rues comme ça? Je suis resté là sur le porche, frissonnant de manière incontrôlable sous la pluie glaciale, complètement engourdi par le choc. L'eau a transpercé ma fine veste en quelques secondes. Après quelques minutes passées debout dans l'obscurité, j'ai glissé une main tremblante dans la poche avant de mon jean mouillé. J'ai retiré mes mains pour voir ce que j'avais pour survivre. J'avais exactement $43 mouillés et froissés. C'était tout. C'était ma valeur nette entière dans le monde. Pas de carte de crédit, pas de compte bancaire. Ils avaient tout gelé au moment où la dispute avait commencé. Je me suis baissé, j'ai ramassé mon sac poubelle en plastique mouillé plein de vêtements, et j'ai commencé à marcher le long de la longue et majestueuse allée. J'ai marché pendant 2 miles à travers les rues sombres et inondées de Seattle. La pluie m'aveuglait et le froid s'infiltrait dans mes os, mais j'ai continué à mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce que j'atteigne la gare routière Greyhound du centre-ville. La gare était lugubre, sentant les vieilles cigarettes et le désespoir. Je me suis approché de la vitre, j'ai tendu 30 de mes dollars à l'employé fatigué et j'ai acheté le billet le moins cher que j'ai pu trouver, qui était un aller simple pour San Francisco, en Californie. Il me restait exactement $13 à mon nom pour commencer une nouvelle vie. Je suis monté dans le bus à 2 heures du matin. Je me suis assise dans la toute dernière rangée, les sièges sentant l'air vicié, le carburant diesel bon marché et les corps non lavés. J'ai serré mon sac poubelle noir fermement contre ma poitrine, j'ai replié mes genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré plus fort que je ne l'aurais jamais cru possible pour un être humain. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge brûle, jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal et jusqu'à ce que mes yeux soient complètement gonflés et fermés. Mais quelque part le long de cette interminable autoroute sombre descendant la côte Pacifique, quelque part entre le désespoir et l'épuisement, les larmes ont finalement cessé de couler. La tristesse écrasante a commencé à refroidir. Elle s'est durcie, se solidifiant en quelque chose de tout à fait différent. Elle s'est durcie en un bloc froid, sombre et indestructible de pure rage. Il pensait m'avoir détruite. Il pensait que j'allais mourir dans un caniveau, un échec oublié. Mais alors que je regardais le pâle soleil du matin se lever lentement sur les collines dorées de la Californie, illuminant l'autoroute devant moi, je me suis fait une promesse silencieuse et inébranlable. J'allais survivre. J'allais construire quelque chose de gigantesque, quelque chose de si puissant que cela projetterait une ombre sur leur monde entier. Et ensuite, j'allais revenir et prendre absolument tout ce qu'ils aimaient. Les 3 premières années de vie à San Francisco ont été une classe de maître absolu et sans filtre en matière de souffrance humaine et de dégradation. Vous ne savez vraiment pas ce qu'est une véritable épuisement jusqu'aux os tant que vous n'avez pas essayé de dormir dans une pièce exiguë et non ventilée avec 12 parfaits inconnus dans une auberge de jeunesse bon marché et crasseuse. Chaque nuit, je restais éveillé sur un matelas fin et grumeleux,
serrant mon sac à dos fermement contre ma poitrine parce que j'étais absolument terrifié à l'idée que quelqu'un dans la pièce sombre vole ma seule paire de chaussettes propres ou les derniers dollars que j'avais cachés dans ma chaussure. Je vivais avec un régime strict et misérable composé des nouilles ramen les moins chères que je pouvais trouver au dépanneur du coin, de l'eau du robinet des lavabos des toilettes publiques et d'une rancune pure et brûlante. Pendant les heures de clarté, je travaillais dans les pires conditions absolues imaginables. J'ai trouvé un emploi pour faire la plonge à l'arrière d'un petit restaurant graisseux au cœur du quartier de Tenderloin. La cuisine était un cauchemar de chaleur et de bruit. L'odeur écrasante de la vieille huile de cuisson brûlée, des ordures pourrissantes et de l'eau de javel industrielle bon marché est devenue mon parfum permanent et inéluctable. Je travaillais des quarts de 12 heures debout sur des sols en béton dur. Mes mains étaient dans un état de ruine constant. Elles étaient gercées en permanence, couvertes de cloques rouges douloureuses et avives d'avoir été submergées dans de l'eau savonneuse brûlante à longueur de journée. Mon dos me faisait constamment mal et mes pieds étaient toujours enflés. Mais honnêtement, je ne me souciais pas de la douleur physique. Chaque centime que je gagnais après avoir payé le tarif journalier pour ma couchette crasseuse en auberge de jeunesse allait strictement à ma survie et à mon plan. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je n'achetais pas de bonne nourriture. J'achetais du temps. Chaque heure libre que j'avais, même lorsque mes yeux brûlaient d'épuisement, je la passais assise à la bibliothèque publique du centre-ville. La bibliothèque est devenue mon sanctuaire, mon église, mon seul refuge sûr. Je m'asseyais devant ces terminaux informatiques publics incroyablement lents et poussiéreux pendant des heures, ignorant le monde chaotique à l'extérieur. J'utilisais leur Internet gratuit pour m'apprendre méticuleusement des algorithmes de programmation avancés, des langages de codage complexes et des structures de données complexes. C'est là que j'ai vraiment trouvé ma religion. J'ai trouvé une paix et une clarté absolue dans la logique du code. En grandissant à l'intérieur des riches murs de la maison Kensington, tout était un mensonge complexe. Les sourires polis étaient faux, les compliments étaient des manipulations calculées et leur amour était entièrement conditionnel à mon obéissance. Mais le code ne ment absolument pas. C'est la forme de vérité la plus pure. Si vous écrivez la logique correctement, si vous fournissez le travail, le programme s'exécute sans faille. Si vous faites une erreur, il échoue. Mais il vous indique exactement où vous vous êtes trompé afin que vous puissiez le corriger. C'était pur. C'était honnête. Et c'était entièrement fiable. C'était tout ce que ma famille biologique n'était pas. C'est pendant cette période incroyablement brutale de ma vie que j'ai rencontré Haley. Haley était une serveuse travaillant à l'avant du restaurant graisseux. C'était une fille dure avec des cheveux roses vifs, des tatouages sur les bras et un rire fort et sincère qui pouvait transpercer le bruit des assiettes cassées. Elle m'a remarqué assise sur une caisse de lait en plastique dans la ruelle sombre et sale derrière la cuisine du restaurant un soir. Je pleurais silencieusement sur un morceau de papier froissé où j'avais désespérément essayé d'écrire à la main une logique de code complexe parce que la bibliothèque publique avait fermé tôt ce jour-là. Haley ne m'a posé aucune question ennuyeuse. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle est simplement sortie dans la ruelle froide, s'est assise sur le béton crasseux juste à côté de moi et m'a tendu la moitié de son propre sandwich à la dinde. Ce simple acte de partager de la nourriture a été la première véritable gentillesse que j'ai vécue depuis des années. Haley est rapidement devenue mon seul point d'ancrage émotionnel dans une ville qui voulait me mâcher. Elle partageait ses maigres pourboires en espèces avec moi les jours où je manquais d'argent pour le loyer de l'auberge. Quand l'auberge est devenue trop dangereuse avec les toxicomanes et les voleurs, elle m'a laissé dormir sur le canapé minable infesté de puces dans son minuscule appartement studio. Haley était la famille que j'ai pu choisir, l'opposé total et exact des personnes riches et venimeuses avec lesquelles il se trouvait que je partageais le même sang. Avec Haley qui me gardait les pieds sur terre et s'assurait que je ne meure pas de faim, et les lents ordinateurs de la bibliothèque agissant comme mon université de fortune, j'ai lentement commencé à me transformer. Je n'étais plus la fille de 19 ans effrayée et tremblante pleurant à l'arrière d'un bus Greyhound. Les feux du restaurant et la froide logique du code me forgeaient en une machine. Au moment où j'ai finalement eu 24 ans, j'avais réussi à m'extirper de la plonge du restaurant. J'avais passé des milliers d'heures à coder dans l'obscurité, et j'avais finalement construit mon tout premier produit logiciel légitime. C'était une application de tri de données modeste mais incroyablement efficace. Je l'avais conçu spécifiquement pour aider les petites entreprises de vente au détail à gérer leur base de données clients en désordre et leur stock sans avoir besoin d'embaucher un coûteux département de technologie de l'information à temps plein. Je travaillais depuis un minuscule appartement sans fenêtre dans un mauvais quartier qui sentait constamment la moisissure humide et le vieux chou.
Mais le code que j'écrivais était absolument magnifique. Il était élégant, rapide et sans bog. Grâce à un acharnement pur et implacable, en envoyant des milliers de courriels de prospection et en passant des centaines d'appels téléphoniques, j'ai réussi à obtenir une réunion de présentation avec une société de capital risque de taille moyenne située en plein cœur du riche quartier de la Silicon Valley. Je suis entré dans leur immense salle de conférence aux murs de verre, glaciale, vêtu d'un costume noir bon marché et mal ajusté que j'avais acheté dans une friperie pour $12. Les associés dans la pièce portaient tous des montres Rolex sur mesure et des chaussures à $1000, mais je ne les ai pas laissés m'intimider. J'ai fait ma présentation de toute mon âme. Je leur ai montré les chiffres, l'architecture propre du logiciel et l'énorme potentiel du marché. Et à ma grande surprise, ils l'ont adoré. Ils ont adoré l'application. Ils ont adoré ma vision agressive pour l'avenir. Et là, dans la pièce, ils m'ont offert un cycle de financement d'amorçage d'exactement $250 000. C'était une somme d'argent massive. Cela allait changer ma vie entière, me sortir de la pauvreté et valider toute ma souffrance. Nous nous sommes serrés la main, avons bu de l'eau gazeuse bon marché pour célébrer, et le contrat final devait être rédigé et signé officiellement un vendredi matin. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré des larmes de pure joie. Mais le jeudi après-midi, à peine 18 heures avant la signature, mon téléphone portable prépayé bon marché a sonné. J'ai reçu un bref appel téléphonique incroyablement froid de l'investisseur principal de la société. Il n'a pas dit bonjour. Il m'a simplement dit que l'accord était complètement annulé. Le financement était retiré. Je lui ai demandé pourquoi, ma voix tremblant de panique. Il a catégoriquement refusé d'expliquer quoi que ce soit. Il a simplement dit que c'était une décision d'entreprise, m'a souhaité bonne chance et a raccroché le téléphone. J'étais complètement dévasté. Le sol s'est dérobé sous ma vie. J'ai passé les 2 jours entiers suivants à appeler chaque personne que je pouvais joindre dans cette société, laissant des messages vocaux désespérés, suppliant juste pour une explication logique. Finalement, le lundi matin, une assistante junior de la société, une jeune femme qui avait eu pitié de moi lors de ma présentation, a compati et a laissé échapper l'horrible vérité lors d'un appel téléphonique étouffé. Elle m'a dit que Gregory Kensington avait passé un appel téléphonique aux partenaires principaux. Mon père, vivant à des centaines de miles de là à Seattle, avait d'une manière ou d'une autre gardé un œil sur mon existence. Lorsque ces détectives privés ont découvert que j'étais sur le point d'obtenir un véritable financement de capital risque et de lancer une entreprise légitime, il a utilisé son influence corporative massive et terrifiante pour intervenir et m'écraser. Il a agressivement menacé la société de capital risque. Il a dit aux associés que s'il remettait un seul centime de financement à sa fille légalement éloignée et mentalement instable, il retirerait immédiatement tous les comptes d'investissement hautement lucratifs de l'empire de la mode Kensington de leur société partenaire. Il m'a officiellement mise sur liste noire dans l'industrie. Il a activement tendu la main au-delà des frontières de l'État, utilisant sa richesse et son pouvoir pour écraser délibérément ma toute première vraie chance de succès et d'indépendance. Cela me donne envie de donner un coup de poing à mon écran. Il ne suffit pas qu'il l'ait jeté dehors, mais il l'a en fait traqué juste pour ruiner sa première vraie chance d'échapper à la pauvreté. Il essaie activement d'affamer sa propre fille. Qui fait ça? Quand j'ai raccroché le téléphone et pleinement réalisé ce qu'il avait fait, la réaction physique a été violente. J'ai couru dans ma minuscule cuisine et j'ai vomi dans le lavabo sale. La trahison était si profonde, si vicieuse, qu'elle ressemblait à un couteau physique se tordant dans mon estomac. Il ne suffisait pas à Gregory de me jeter hors de sa maison comme un sac d'ordures. Il voulait s'assurer que je reste dans le caniveau pour toujours. Il voulait activement m'affamer. Il voulait me forcer dans une position où j'étais tellement fauché et brisé que je devrais ramper jusqu'à son manoir à Seattle sur mes mains et mes genoux, suppliant pour de la pitié. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans l'obscurité totale sur le sol de mon appartement. J'ai réalisé une vérité terrifiante. Travailler dur n'allait jamais être suffisant. Jouer selon les règles de la société était une plaisanterie totale lorsque des monstres comme mon père contrôlaient le plateau. Si je voulais survivre, si je voulais vraiment gagner cette guerre, je devais arrêter de jouer à son jeu. Je devais disparaître complètement et devenir quelque chose qu'il ne pourrait jamais voir venir. La réalisation de la cruauté absolue de mon père m'a fait sombrer dans une semaine de dépression profonde, étouffante et paralysante. Je n'ai pas quitté l'appartement. Je n'ai pas mangé une seule bouchée de nourriture. J'ai à peine bu de l'eau du robinet.
Je restais simplement allongé à plat sur la moquette bon marché et taché, regardant fixement le plafond fissuré, sentant le poids massif et écrasant de l'ombre invisible de mon père appuyé sur ma poitrine, m'étouffant pour m'enlever la vie. J'avais l'impression que peu importe jusqu'où je fuyais, son argent pourrait toujours m'atteindre et m'étrangler. Mais le 8e jour, la tristesse accablante s'est finalement consumée, et la colère froide et sombre est revenue prendre sa place. Elle brûlait plus chaudement et plus intensément qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. J'ai traîné mon corps faible hors du sol, j'ai marché jusqu'à la salle de bain, je me suis aspergé le visage pâle d'eau glaciale et j'ai complètement fait pivoter toute ma stratégie de vie. Si mon nom légal, Fiona Kensington, était un poison toxique dans le monde des affaires à cause des menaces de mon père, j'allais simplement arrêter de l'utiliser. J'ai pris les toutes dernières économies en espèces que j'avais de mon travail de serveuse et j'ai engagé un avocat en ligne bon marché pour m'aider à créer une société à responsabilité limitée fictive enregistrée dans l'État du Delaware, un endroit célèbre pour le secret des entreprises. J'ai méticuleusement caché mon identité légale derrière des couches complexes de structuration d'entreprise, des directeurs mandataires et des accords de confidentialité en béton. Pour tout le monde des affaires et de la technologie, le fondateur de cette nouvelle entreprise n'était qu'un développeur anonyme et très secret connu uniquement par une seule initiale. Au cours des 4 années atroces qui ont suivi, j'ai travaillé comme une femme entièrement possédée par un démon. J'ai complètement abandonné le concept d'application pour les petites entreprises de vente au détail. C'était trop petit, trop facilement écrasé. J'ai jeté mon dévolu sur quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose dont les grandes sociétés du monde avaient réellement et désespérément besoin. J'ai construit une plateforme d'intégration de données d'entreprise à entreprise massive et incroyablement complexe. C'était un système numérique hautement sécurisé qui pouvait connecter, traduire et rationaliser d'énormes bases de données d'entreprises chaotiques sans faille en temps réel. Ces 4 années ont été un flou sombre d'isolement absolu et écrasant. J'ai manqué absolument toutes les fêtes. Je n'ai pas célébré un seul anniversaire. J'ai manqué toute la seconde moitié de ma vingtaine. Pendant que les autres personnes normales de mon âge allaient à des fêtes sur la plage, tombaient amoureuses, prenaient des vacances au Mexique et fondaient des familles, j'étais enfermé dans une pièce sombre. Fixant des écrans d'ordinateur brillants jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins de mes yeux éclatent. Je vivais entièrement de café noir, de plats à emporter bon marché et d'adrénaline pure et concentrée. Lentement au début, puis de manière exponentielle, ma plateforme anonyme a commencé à gagner une sérieuse popularité dans l'industrie technologique. Le code était tout simplement trop bon pour que les entreprises l'ignorent. Des entreprises technologiques massives et des institutions financières ont commencé à acheter de coûteuses licences d'entreprise. Les revenus mensuels ont commencé à grimper à un rythme vertigineux, passant de $10 000 par mois à un chiffre stable de $100 000, puis à un demi-million, pour finalement franchir la barre de $1 million par mois. J'ai utilisé l'argent pour embaucher une petite équipe à distance d'ingénieurs et de représentants commerciaux, farouchement loyaux et très bien rémunérés. Aucun d'entre eux ne connaissait mon vrai nom. Ils ne me connaissaient que comme la patronne exigeante et brillante qui les payait incroyablement bien et exigeait la perfection absolue en retour. Je n'ai jamais montré mon visage lors des appels de vidéoconférence, gardant ma caméra désactivée en permanence. Je n'ai jamais assisté aux soirées de réseautage de l'industrie ou aux conférences technologiques. J'étais un fantôme numérique, construisant silencieusement et efficacement un empire massif et hautement rentable dans l'obscurité. Chaque fois que mon corps réclamait du sommeil, chaque fois que j'avais l'impression que mon cerveau fondait, chaque fois que je voulais simplement tout abandonner et partir, je fermais les yeux et je me rappelais simplement le son de cette lourde porte en chêne se verrouillant derrière moi sous la pluie. Je me rappelais le rire cruel et moqueur d'Evelyne résonnant dans le couloir. Je me rappelais le ton froid et plat de l'investisseur me disant que mon père avait délibérément détruit ma première entreprise en démarrage. Les milliers de lignes de code que j'écrivais chaque jour devenaient mes véritables armes. Chaque nouvelle fonctionnalité que je livrais, chaque bug logiciel que je corrigeais agressivement était une autre brique lourde dans la forteresse impénétrable que je construisais autour de moi. Je devenais rapidement une force de la nature riche et intouchable. Et ma famille assise dans son manoir de Seattle n'avait absolument aucune idée que la fille qu'ils avaient jetée acquérait lentement le pouvoir de les acheter et de les vendre 10 fois. Jour présent. J'ai exactement 30 ans. L'adolescente effrayée et sans le sou qui pleurait à l'arrière d'un bus Greyhound est morte et enterrée. Je suis assise dans mon immense bureau d'angle minimaliste situé au dernier étage d'un gratte-ciel en verre élégant et moderne qui surplombe directement les magnifiques eaux étincelantes de la baie de San Francisco. Mon entreprise anonyme n'est plus un secret bien gardé de l'industrie. C'est un acteur majeur.
Nous venons de clôturer avec succès un cycle de financement massif de série B mené par certains des investisseurs en capital de risque les plus puissants au monde. Des personnes que Gregory Kensington ne pourrait jamais rêver d'intimider. Avec ce nouvel afflux de capitaux, ma plateforme d'intégration de données a officiellement atteint une valorisation boursière stupéfiante d'exactement 50 millions de dollars. Je suis riche. Pas seulement à l'aise, pas seulement aisé, mais indépendamment riche d'une manière qui rivalise directement et dépasse peut-être même les actifs liquides de l'empire de la mode Kensington lui-même. Pour célébrer stratégiquement l'étape des 50 millions de dollars et consolider l'image publique de mon entreprise, j'ai pris la décision calculée de finalement sortir de l'ombre. J'ai accepté de faire une entrevue exclusive très médiatisée et une séance photo professionnelle avec un grand magazine technologique mondialement reconnu. Mon visage, le même visage dont Gregory m'avait dit de manière dégoûtante qu'il ne valait pas la peine d'être regardé, est maintenant imprimé sur la couverture brillante d'un magazine lu par des millions de personnes, célébré comme une cadre technologique brillante et visionnaire. La vie est incroyablement belle. La forteresse est complète. Mais ensuite, un mardi matin, mon assistante de direction entre silencieusement dans mon bureau et me tend le courrier trié du jour. Posé juste au sommet de la pile soignée se trouve une enveloppe lourde et épaisse de couleur crème. Je reconnais instantanément le papier coûteux et le lettrage arrogant en relief à la feuille d'or sur le devant. Il s'agit d'une invitation officielle au gala du 25e anniversaire de l'Empire de la mode Kensington à Seattle. Mon assistante me dit qu'elle est arrivée par courrier spécial. Ils l'ont délibérément envoyée à l'adresse de mon bureau d'entreprise. Ils ont dû finalement voir la couverture du magazine dans les kiosques à journaux. Ils ont dû finalement réaliser que la fille impuissante qu'ils ont jetée sous la pluie avec un sac poubelle est maintenant une présidente directrice générale technologique multimillionnaire connaissant un grand succès. Je m'assois à mon grand bureau en verre et je fixe l'enveloppe immaculée pendant un très long moment, sentant mon cœur commencer à battre un rythme lourd et agressif contre mes côtes. Je prends mon téléphone portable et j'appelle Alay. Elle ne lutte plus comme serveuse de restaurant grâce à un investissement précoce que j'ai fait en elle. Elle possède et gère maintenant le restaurant haut de gamme le plus exclusif de toute la ville. Elle laisse tout tomber et vient directement à mon bureau d'entreprise. Elle entre, jette un coup d'œil à l'invitation à la feuille d'or posée sur mon bureau, puis lève les yeux vers mon visage partagé. Je croise les bras et je lui dis que je devrais simplement jeter cette chose stupide directement dans le destructeur de documents. Je lui dis que j'ai déjà gagné ma guerre contre eux simplement en réussissant massivement sans leur aide. Je soutiens que la meilleure et la plus mature des vengeances est de bien vivre et d'ignorer complètement leur tentative pathétique de renouer le contact maintenant que j'ai de l'argent. Alay se dirige vers mon bar privé, se sert un grand verre de mon scotch vieilli le plus cher, s'assoit dans la chaise en cuir en face de moi, prend une gorgée et secoue lentement la tête. Elle me dit que les ignorer simplement est exactement ce que font les victimes faibles pour se protéger. Elle me rappelle les nuits glaciales où j'ai pleuré de manière hystérique sur son canapé minable parce que le fait d'avoir une mère me manquait. Elle montre du doigt les légères cicatrices de brûlures persistantes encore visibles sur mes mains à cause de la plonge du restaurant. Elle me rappelle la dévastation écrasante que j'ai ressentie lorsque mon père a délibérément détruit ma première entreprise en démarrage juste pour me regarder souffrir. Elle se penche en avant, me regarde droit dans les yeux et me dit que je ne peux absolument pas les laisser s'asseoir confortablement dans leur manoir de Seattle à boire du vin cher, pensant secrètement qu'ils s'en sont sortis après m'avoir maltraité pendant 19 ans. Elle me dit que je dois retourner à Seattle, non pas pour me réconcilier, non pas pour être gentille, non pas pour exhiber ma richesse, mais pour entrer dans leur gala précieux et parfait comme une reine intouchable et leur rappeler exactement qui ils ont essayé d'enterrer vivante. Elle a tout à fait raison. La colère froide que je pensais avoir traitée et laissée aller avec succès revient en force dans ma circulation sanguine, plus aiguë et beaucoup plus dangereuse que jamais. Il ne s'agit plus de leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit d'exiger un tribut très spécifique. Je prends mon téléphone, j'ouvre mon application de voyage et je réserve immédiatement un billet d'avion en première classe pour Seattle. Je rentre enfin à la maison, et j'amène l'enfer avec moi. Le vol de San Francisco à Seattle a duré exactement 2 heures, mais pour moi, c'était comme si je voyageais à travers une vie entière. Je me suis assise dans mon spacieux siège en cuir de première classe, sirotant de l'eau gazeuse, regardant les épais nuages gris rouler sur le paysage du nord-ouest du Pacifique. Chaque mille qui me rapprochait de la ville ramenait une vague suffocante de vieux et sombres souvenirs. Je me rappelais la pluie glaciale, le lourd sac poubelle, le sentiment terrifiant de n'avoir absolument rien au monde. Mais je n'étais plus cette fille de 19 ans effrayée et frissonnante. Je revenais comme une espèce de prédateur complètement différente.
J'avais réservé la suite terrasse dans un hôtel de luxe rival du centre-ville, refusant de donner un seul dollar à un établissement associé à ma famille. Lorsque la soirée du gala du 25e anniversaire est enfin arrivée, j'ai passé 3 heures à me préparer. Je ne portais rien de l'empire de la mode Kensington. Je portais une robe noire sur mesure, incroyablement élégante, allant jusqu'au sol, confectionnée par un créateur indépendant et avant-gardiste de Tokyo. C'était une robe qui ne demandait pas d'attention. Elle exigeait simplement une obéissance absolue. Elle avait des épaules structurées et pointues qui ressemblaient presque à une armure, et elle m'allait avec une perfection terrifiante. Mes cheveux étaient tirés fermement en arrière dans un style sévère et impeccable, exposant le visage que mon père avait autrefois qualifié de laid et sans valeur. Je ne portais absolument aucun bijou, laissant l'élégance sévère de la robe et la froideur dans mes yeux s'exprimer pleinement. Ma voiture noire privée s'est arrêtée devant l'immense entrée brillamment éclairée du Seattle Grand Hotel. Un voiturier en uniforme a ouvert ma portière et je suis sorti sur le tapis rouge. Les flashs des photographes de la société locale ont immédiatement commencé à se déclencher, illuminant la nuit humide de Seattle. Ils ne savaient pas exactement qui j'étais, mais ils savaient que j'avais l'air de quelqu'un qui possédait le bâtiment entier. J'ai franchi les imposantes portes en verre et je suis entré dans l'immense et opulente salle de bal principale. L'ampleur de la richesse des Kensington était pleinement exposée. Des milliers de roses blanches tombaient en cascade du plafond. Un orchestre classique de 12 musiciens jouait doucement dans le coin. Des serveurs vêtus de smoking blanc impeccables portaient des plateaux en argent chargés de coupes en cristal de champagne millésimées. J'ai fait une pause en haut du grand escalier surplombant le sol de la salle de bal. J'ai pris une profonde et lente inspiration, laissant le parfum coûteux et les égos surdimensionnés remplir mes poumons. Puis j'ai commencé ma descente. Le cliquetis de mes talons aiguilles sur les escaliers en marbre semblait résonner plus fort que l'orchestre. Les têtes ont commencé à se tourner. Les conversations se sont lentement arrêtées. Les riches mondains et les puissants investisseurs se sont écartés comme la mer Rouge alors que je marchais dans la foule. Ils chuchotaient, essayant de situer mon visage, se demandant à quel conglomérat technologique massif ou à quelle famille royale européenne j'appartenais. Il lui a fallu exactement 3 minutes pour me voir. Je me tenais près d'une sculpture de glace, tenant une coupe de champagne que je n'avais aucune intention de boire, lorsque j'ai senti le poids lourd de quelqu'un qui me fixait. J'ai tourné la tête lentement. Debout à environ 50 pieds de là, entourée d'un cercle de flagorneurs adorateurs, se trouvait ma sœur aînée Evelyne. Elle portait une immense robe argentée trop compliquée qui avait l'air lourde et désespérée d'attirer l'attention. Nos regards se sont croisés à travers la pièce bondée. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste fixé avec les yeux froids et morts d'un requin. Le récit de sa nuit parfaite s'est effondré en un instant. J'ai regardé avec une immense et profonde satisfaction le sourire arrogant et supérieur fondre littéralement de son visage. Sa main parfaitement manucurée tenant une flûte à champagne a commencé à trembler. Sa peau a pris une teinte blanche maladive et pâle sous son lourd maquillage. Elle m'a reconnu. Il a fallu quelques secondes à son cerveau pour traiter la réalité impossible qui se tenait devant elle, mais elle a reconnu la sœur qu'elle avait entassée dans un sac poubelle il y a 11 ans. Elle s'attendait à voir un échec brisé et sans abri. Au lieu de cela, elle regardait une femme qui dégageait une aura de pouvoir absolu et terrifiant. J'ai levé mon verre en cristal vers elle dans un toast lent, silencieux et moqueur, j'ai pris une toute petite gorgée et je lui ai tourné le dos, rejetant complètement son existence. La guerre psychologique avait officiellement commencé, et j'avais déjà gagné la première bataille sans dire un seul mot. Je n'ai délibérément pas approché mes parents ou ma sœur immédiatement. Ce serait trop facile, trop direct. Je voulais qu'ils transpirent. Je voulais qu'ils me regardent naviguer sans effort dans leur monde exclusif de la haute société, sachant qu'ils n'avaient absolument aucun pouvoir pour me jeter dehors cette fois. J'ai passé la première heure à infiltrer systématiquement leurs réseaux sociaux les plus précieux. Ma première cible spécifique était un grand et bel homme se tenant maladroitement près du bar. Je savais exactement qui il était grâce à mes recherches approfondies sur les entreprises. Son nom était Cameron et il était le mari d'Evelyne. C'était un riche promoteur immobilier qui s'était marié dans la famille Kensington il y a 3 ans. Je me suis approché du bar, j'ai commandé une autre eau gazeuse et je me suis tourné vers lui avec un sourire parfaitement pratiqué et complètement désarmant. Je me suis présenté simplement comme Fiona, une cadre indépendante en logiciel venue de San Francisco. Cameron a été instantanément charmé. Il était habitué aux conversations superficielles et insipides du monde de la mode,
et je lui ai offert quelque chose de totalement différent. Nous avons parlé du marché de l'immobilier commercial, de l'analyse de données et de l'évolution de la démographie économique du nord-ouest du Pacifique. J'étais vive, spirituelle et entièrement engagée. Après 10 minutes à construire une relation solide, j'ai doucement déplacé la conversation vers le côté de la famille de sa femme. Je lui ai demandé d'un ton dégoulinant de curiosité innocente comment Evelyne gérait le stress massif et écrasant de la nouvelle division technologique de mode très attendue de l'entreprise. J'ai mentionné très nonchalamment que j'avais entendu dire par le bouche à oreille de la Silicon Valley que le projet dépassait gravement le budget, manquait des échéances clés et saignait intérieurement des millions de dollars. La posture détendue de Cameron s'est instantanément raidie. Son sourire charmant a vacillé. Il a regardé autour de lui nerveusement, baissant la voix. Il a admis qu'Evelyne avait été incroyablement stressée, travaillant tard le soir et agissant de manière profondément paranoïaque, mais elle lui avait assuré que tout allait parfaitement bien. Je l'ai regardé avec une expression douce, presque compatissante. Je lui ai dit que dans le monde de la technologie, lorsque les cadres commencent à cacher leurs écrans et à agir de manière paranoïaque, cela signifie généralement que les fondations sont déjà en train de s'effriter. J'ai planté la sombre graine du doute au plus profond de son esprit, lui faisant savoir que sa femme parfaite portait un masque. Laissant Cameron avec la tête pleine de questions dangereuses, je suis passé à ma cible principale pour l'heure, Bradley. Bradley était le partenaire principal d'une énorme société de capital investissement et le plus grand investisseur extérieur unique de l'empire de la mode Kensington. C'était un homme plus âgé, intimidant, qui ne supportait pas les imbéciles. Je me suis approché de sa table avec une confiance absolue et inébranlable. Je n'ai pas attendu de présentation. Je me suis présenté, mentionnant le nom de ma société d'intégration de données de 50 millions de dollars. Les yeux de Bradley se sont illuminés d'une véritable reconnaissance. Il avait lu le récent article de couverture de magazine à mon sujet. Il s'est immédiatement levé et m'a offert un siège à sa table. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai complètement dominé la conversation. Je n'ai pas parlé de robe ou de défilé de mode. J'ai parlé de la logistique de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des algorithmes prédictifs pour les consommateurs et de l'importance critique du code propriétaire dans la vente au détail moderne. J'ai utilisé un jargon technique de haut niveau de manière transparente, décomposant des structures de données complexes d'une manière qui prenait tout son sens pour un esprit financier. Bradley était absolument fasciné. Il s'est penché en avant, suspendu à chacune de mes paroles. J'ai fait preuve d'un niveau de sens des affaires brillant et implacable que mon père, Gregory, ne pourrait jamais même comprendre. J'ai regardé du coin de l'œil Gregory me remarquer assise à la table de son principal investisseur. Mon père avait l'air de vouloir faire une crise cardiaque massive. Il a fait un pas vers nous, mais Bradley était si profondément engagé dans notre conversation que Gregory n'a pas osé l'interrompre. J'avais effectivement volé son plus grand soutien financier juste sous son nez, prouvant ma domination intellectuelle absolue devant toute la salle. La tension dans la salle de bal s'épaississait de minute en minute. Ma famille était piégée dans un cauchemar qu'elle ne pouvait pas contrôler. Environ 1h30 après le début du gala, j'ai décidé de prendre une courte pause de la foule et j'ai marché dans un couloir en marbre calme et faiblement éclairé en direction des luxueuses toilettes. Je savais qu'elle me suivrait. Elle ne pouvait pas résister. Juste au moment où je me lavais les mains au lavabo plaqué or, la lourde porte en chêne s'est ouverte avec un bruit sourd et violent. Evelyne a marché dans les toilettes. Son visage était rouge et en colère, couvert de plaques rouges, et sa poitrine se soulevait. Elle s'est rapidement retournée et a verrouillé la porte derrière elle, nous piégeant seuls dans la pièce en marbre résonnante. Elle s'est avancée vers moi, essayant d'utiliser sa taille et son immense et ridicule robe argentée pour m'intimider. Elle a pointé un doigt tremblant directement vers mon visage. Elle a exigé de savoir ce que je faisais ici, comment j'avais réussi à me faufiler au-delà de la sécurité et avec qui j'avais couché pour m'offrir ma robe coûteuse. Elle a essayé de retomber dans notre ancienne dynamique familière. Elle a essayé de jouer la grande sœur dorée et supérieure, parlant de haut à l'avorton sans valeur de la portée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tressailli. J'ai lentement tendu la main, j'ai attrapé une épaisse serviette en lin et j'ai méthodiquement séché mes mains. J'ai regardé son reflet dans l'immense miroir, ne lui accordant même pas le respect fondamental de me retourner pour lui faire face directement. Par pure confiance narrative, je lui ai dit qu'elle avait l'air incroyablement désespérée. Je lui ai dit que sa robe argentée était de mauvais goût, que son maquillage coulait avec la sueur et qu'elle sentait la panique bon marché.
La froideur de ma voix était absolue. Evelyne a balbutié, complètement déstabilisée par mon absence totale de peur. Elle a menacé d'appeler la sécurité de l'hôtel et de me faire traîner physiquement dans la rue comme les ordures que j'étais. Finalement, je me suis retourné et je me suis adossé au lavabo, croisant les bras. J'ai laissé échapper un petit rire sombre et doux. Je lui ai dit qu'elle pouvait certainement essayer d'appeler la sécurité, mais qu'il serait incroyablement embarrassant pour la famille Kensington que les médias à l'extérieur découvrent qu'elle essayait d'expulser de force la présidente directrice générale technologique multimillionnaire très célèbre qui venait de passer 20 minutes à charmer leur plus grand investisseur en capital investissement privé. La bouche d'Evelyne s'est ouverte. La menace de la sécurité est morte instantanément dans sa gorge. Elle m'a regardé, regardant vraiment la coupe coûteuse de mon costume, l'immobilité absolue de ma posture et la certitude terrifiante dans mes yeux. La réalité de ma richesse et de mon pouvoir s'est finalement abattue sur elle. Mais je n'avais pas fini. J'ai fait un pas envers elle, la forçant à reculer instinctivement jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur de marbre froid. Je me suis penché très près, si près que je pouvais entendre sa respiration rapide et paniquée. J'ai baissé la voix pour un murmure dangereux. Je lui ai dit que je connaissais la vérité sur sa division technologique de mode très médiatisée. Je lui ai dit que je savais que c'était un désastre massif et sanglant. Je lui ai dit que je savais que le développement de l'application avait 6 mois de retard, que les tests bêta étaient un échec catastrophique et qu'elle avait déjà brûlé des millions de dollars de l'argent d'investissement de Bradley sans absolument rien avoir à montrer pour cela. Les yeux d'Evelyne se sont écarquillés d'une terreur absolue et nue. Elle a haleté, incapable de former une phrase cohérente. Elle avait caché l'échec à tout le monde, y compris à notre père et à son mari. Le fait que moi, la sœur exilée, connaissais son secret d'entreprise le plus profond et le plus sombre a complètement brisé sa fausse bravoure. Je lui ai lancé un dernier regard dédaigneux, j'ai déverrouillé la lourde porte des toilettes et je suis sorti, la laissant complètement paralysée contre le mur, étouffant dans ses propres mensonges terrifiants. Je suis retourné dans la salle de bal principale, ressentant une incroyable montée d'adrénaline. Le démantèlement psychologique de ma sœur était satisfaisant, mais ce n'était pas le coup de grâce. J'avais besoin d'une destruction concrète et indéniable. Alors que je passais devant un énorme pilier couvert de roses blanches, un homme est sorti de l'ombre et m'a rapidement intercepté. Il approchait de la fin de la trentaine, portait un costume gris légèrement mal ajusté et transpirait abondamment. Il a regardé nerveusement autour de lui, terrifié d'être vu en train de me parler. Je l'ai immédiatement reconnu grâce à mes vérifications d'antécédents d'entreprise. Son nom était Félix. C'était un ingénieur logiciel principal qui avait récemment été licencié de la division technologique de mode Kensington. Il m'a tiré légèrement derrière le pilier, ses mains tremblant alors qu'il tenait une épaisse enveloppe manille. Félix a parlé d'un murmure rapide et étouffé. Il m'a dit qu'il savait exactement qui j'étais. Il avait lu mon code. Il a dit qu'il avait suivi ma carrière depuis les premiers jours où j'opérais de manière complètement anonyme. Puis Félix a lâché la bombe qui allait complètement modifier la trajectoire de la nuit. Il m'a dit que le nouvel algorithme d'achat révolutionnaire et très attendu d'Evelyne, le logiciel que Grégory allait fièrement annoncer sur scène ce soir pour sauver le cours des actions en baisse de l'entreprise, n'avait pas été construit par l'équipe d'Evelyne. Il était entièrement volé à 100%. Félix a expliqué que lorsqu'Evelyne a réalisé que sa propre équipe de développement échouait lamentablement et qu'elle était sur le point d'être démasquée comme une fraude incompétente, elle a paniqué. Elle a secrètement tendu la main vers les recoins sombres de l'industrie technologique et a réussi à contacter un ancien employé malhonnête et mécontent de ma société anonyme d'intégration de données. Elle a payé à cet employé une somme d'argent massive et illégale sous la table pour voler discrètement l'algorithme propriétaire de base que j'avais écrit des années auparavant. Evelyne a pris mon code brillant et sans faille, en a complètement effacé le nom de mon entreprise, l'a reconditionné avec une interface consommateur élégante et était sur le point de le présenter au monde comme sa propre invention géniale et originale. Alors que Félix expliquait les détails techniques exacts du vol, mon sang s'est complètement glacé. Ce n'était plus seulement une amère dispute familiale autour de mots cruels et d'un sac poubelle. C'était de l'espionnage d'entreprise massif et hautement illégal. C'était un vol qualifié. Evelyne n'avait pas seulement essayé de ruiner mon passé. Elle avait activement tendu la main et volé les fondations même de mon succès présent pour sauver sa propre carrière pathétique. Félix m'a tendu l'épaisse enveloppe manille. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité et qu'il savait qu'une fois l'algorithme mis en ligne, je finirais de toute façon par reconnaître mon propre code.
Il voulait se mettre du bon côté de l'histoire avant que le navire ne coule. Il s'est retourné et a rapidement disparu dans la pièce bondée, me laissant tenir les preuves explosives de l'ultime crime de ma famille. Je suis resté derrière le pilier, serrant l'enveloppe manille, mon esprit tournant à 1 million de miles à l'heure. J'avais besoin de vérifier les documents techniques, mais j'avais aussi besoin d'un bourreau juridique pour m'aider à porter le coup. Le destin semblait être entièrement de mon côté ce soir. Du coin de l'œil, j'ai repéré Claire debout près du bar à cocktail. Claire était la jeune sœur de Cameron. Elle était une brillante avocate en litige commercial, notoirement impitoyable, qui travaillait pour l'un des cabinets d'avocats les plus redoutés de Seattle. Grâce à mes recherches, je savais que Claire méprisait absolument Evelyn. Claire pensait qu'Evelyn était une fraude manipulatrice et superficielle qui utilisait son frère. Je me suis dirigé de manière déterminée vers le bar et je me suis tenu à côté de Claire. Je n'ai pas perdu de temps avec des amabilités. Je me suis présenté, je lui ai dit que j'étais la sœur exilée d'Evelyn et je lui ai tendu l'enveloppe manille. Claire a levé un sourcil parfaitement soigné. Fortement intriguée par le drame, elle a ouvert l'enveloppe et a commencé à parcourir les documents techniques et les courriels internes que Félix avait fournis. Au fur et à mesure que son esprit juridique vif traitait l'information, ses yeux se sont écarquillés. Je l'ai regardé lire la preuve indéniable. Les documents montraient les virements électroniques illégaux du compte privé d'Evelyn à mon ancien employé. Plus important encore, ils montraient les demandes de brevets qu'Evelyn venait de soumettre au gouvernement fédéral. J'ai pointé une chaîne de code spécifique surlignée sur la 3e page. J'ai expliqué à Claire en des termes calmes et précis que l'architecture numérique spécifique utilisée dans cet algorithme de base contenait ma signature numérique unique et indéniable. Une séquence de logique spécifique et profondément cachée que j'avais intégrée dans tout mon travail original il y a des années. C'était une preuve absolue et irréfutable de vol de propriété intellectuelle. Claire a levé les yeux des documents, un sourire lent et incroyablement dangereux se propageant sur son visage. Elle m'a regardé avec un respect profond et sincère. Elle m'a dit que ce n'était pas seulement un scandale. C'était un crime fédéral. Elle a confirmé qu'Evelyn avait commis une fraude massive et que, par extension, Gregory et l'ensemble du conseil d'administration de Kensington étaient légalement responsables d'avoir présenté une technologie volée à leurs actionnaires. Claire a sorti son téléphone intelligent sécurisé, a rapidement scanné les pages les plus accablantes des documents et les a envoyés par courriel directement à ses propres serveurs juridiques cryptés pour s'assurer qu'elles ne pourraient jamais être détruites. Elle m'a regardé, les yeux brillants du frisson de la mise à mort. Elle m'a demandé exactement comment je voulais gérer cela. Nous pouvions aller voir la police tranquillement le matin, ou nous pouvions intenter une poursuite civile massive le lundi. J'ai regardé à travers la salle de bal. Gregory montait les marches de la scène principale, tapotant le microphone pour attirer l'attention de la foule. Il se préparait à annoncer le produit volé. J'ai regardé à nouveau Claire, mon visage complètement dénué de pitié. Je lui ai dit que je ne voulais pas attendre jusqu'à lundi. Je voulais réduire leur empire en cendres juste ici, maintenant, devant tous ceux qu'il respectait. Claire a hoché la tête, m'a rendu l'enveloppe et a reculé pour regarder le spectacle. Cela nous ramène directement au moment où la nuit a volé en éclats. Gregory se tient au podium sur l'immense scène principale. La pièce se calme alors qu'il commence son discours pompeux et arrogant sur la glorieuse histoire de 25 ans de l'Empire Kensington. Il parle d'innovation, de valeurs familiales et du regard tourné vers l'avenir. Puis il commence à présenter le sauveur de leur entreprise. Il annonce fièrement que sa brillante fille, Evelyn, a dirigé une nouvelle division révolutionnaire de technologie de la mode. Et ce soir, il dévoile officiellement un algorithme d'achat propriétaire qui changera l'industrie pour toujours. La foule commence à applaudir. Evelyn se lève au premier rang, forçant un sourire terrifié et d'une fausseté écœurante, faisant signe aux investisseurs. C'est mon signal. Je ne cours pas. Je ne me précipite pas. Je monte calmement et délibérément les escaliers latéraux de la scène. Les gardes de sécurité sont trop confus par mon attitude confiante pour m'arrêter. Je marche jusqu'au podium, me tenant épaule contre épaule avec l'homme qui m'a jeté sous la pluie. Gregory arrête d'applaudir. Il tourne la tête, voit mon visage de près pour la première fois en 11 ans et recule physiquement comme s'il avait été frappé par la foudre. Je ne le regarde pas. Je tends la main, j'attrape fermement le microphone de rechange sur le support et je m'avance au centre de la scène. Les applaudissements meurent instantanément, remplacés par un silence lourd et suffocant.
Je me présente aux 500 personnes présentes dans la pièce. Je leur dis que je m'appelle Fiona. Je leur dis que je suis la plus jeune fille de Gregory et Catherine Kensington. Je leur raconte l'histoire de la nuit de la remise des diplômes. Je leur parle du sac poubelle noir, des 43 $ et de la pluie glaciale. Je regarde le choc se propager sur les visages des riches investisseurs qui pensaient que Gregory était un père de famille. Puis je pivote pour la mise à mort. Je sors mon téléphone intelligent de ma poche. Plus tôt, Claire m'avait aidé à connecter mon téléphone sans fil à l'énorme écran de projecteur numérique derrière la scène. D'une seule tape du doigt, l'énorme écran s'allume. Je projette les documents de brevets volés, les virements électroniques illégaux et la comparaison côte à côte de mon code original et du faux produit d'Evelyn en lettres immenses et brillantes pour que toute la salle de bal puisse les voir. Je parle directement dans le microphone, ma voix résonnant comme le tonnerre. Je dis aux investisseurs que l'algorithme révolutionnaire dans lequel ils sont sur le point d'injecter des millions de dollars est entièrement volé. J'annonce que je suis la seule auteure et propriétaire légale de cette technologie et qu'Evelyn Kensington n'est rien d'autre qu'une voleuse désespérée et incompétente. Le silence vole en éclats. La pièce explose dans un chaos absolu. Les journalistes crient. Les investisseurs se lèvent avec indignation et Cameron regarde sa femme avec un dégoût pur et absolu. Je laisse tomber le microphone sur le sol. Il heurte le bois avec un dernier bruit sourd et fort. Je tourne le dos à ma famille complètement ruinée, je descends les escaliers et je sors par les portes d'entrée de l'hôtel dans la fraîche nuit de Seattle, laissant leur précieux empire brûler dans mon sillage. Le matin suivant le gala, je me suis réveillé dans ma luxueuse suite terrasse, j'ai commandé le service d'étage et j'ai allumé la télévision. Je n'ai même pas eu besoin de chercher les nouvelles. C'était absolument partout. La destruction psychologique que j'avais déclenchée la nuit précédente s'était instantanément transformée en une catastrophe financière massive et imparable pour l'empire de la mode Kensington. Tous les grands réseaux d'information commerciale, tous les blogs technologiques et tous les journaux locaux de Seattle faisaient la une avec exactement la même histoire explosive. Les gros titres étaient brutaux, hurlant à propos de l'espionnage d'entreprise, de la trahison familiale et des algorithmes volés. La vidéo de moi debout sur la scène projetant la preuve indéniable du vol d'Evelyn avait été enregistrée par des dizaines de téléphones intelligents et devenait actuellement incroyablement virale sur Internet. Les conséquences financières ont été immédiates et totalement dévastatrices. Lorsque le marché boursier a officiellement ouvert à 9 h du matin, les actions de la société mère Kensington n'ont pas simplement baissé. Elles ont plongé directement de la falaise. La vente de panique a pris le dessus. Au cours des 3 premières heures de négociation, l'entreprise a perdu 40% de sa valorisation boursière totale. C'était un bain de sang. Mon téléphone s'est mis à sonner sans fin, mais je n'ai répondu qu'à un seul appel spécifique. C'était Bradley, l'immense investisseur en capital investissement privé à qui j'avais parlé au gala. Sa voix était complètement dénuée de son arrogance habituelle. Il avait l'air ébranlé. Il m'a personnellement remercié d'avoir dénoncé la fraude avant que sa société n'ait officiellement signé les contrats finaux pour injecter 50 millions de dollars supplémentaires dans la fausse division technologique d'Evelyn. Il a formellement annoncé à la presse 1 heure plus tard que sa société retirait 100% de son financement actuel de l'empire Kensington en raison de violations éthiques massives et d'une responsabilité criminelle. Cette annonce a été le dernier clou dans le cercueil de l'entreprise. Les retombées personnelles ont été tout aussi destructrices. Claire avait tenu sa promesse. Elle a représenté son frère Cameron, qui a fait toutes ses valises et a complètement déménagé du manoir Kensington avant même que le soleil ne se lève. Il a demandé un divorce accéléré, citant publiquement des différends irréconciliables et une fraude profondément enracinée. Il a complètement séparé légalement ses propres actifs immobiliers du navire en train de couler d'Evelyn, la laissant complètement isolée et face à une montagne massive de poursuites fédérales toute seule. Evelyn a été officiellement suspendue du conseil d'administration de l'entreprise, dans l'attente d'une enquête criminelle massive par les autorités fédérales concernant la fraude électronique et le vol de propriété intellectuelle. Elle s'est enfermée dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Le travail de toute sa vie et sa fausse identité se sont complètement brisés en 1 million de morceaux irréparables. Gregory et Catherine étaient piégés dans leur manoir, entourés de paparazzis agressifs et d'actionnaires en colère exigeant des réponses. En moins de 12 heures, j'avais complètement démantelé l'empire qu'il leur avait fallu 25 ans pour construire. 2 jours plus tard, alors que je faisais ma valise pour retourner à San Francisco, j'ai reçu un courriel désespéré et pathétique de Catherine.
Elle m'a supplié de la rencontrer avec Grégory dans un petit café incroyablement obscur à la périphérie de la ville. J'ai accepté uniquement parce que je voulais les regarder dans les yeux une toute dernière fois. Quand je suis entré dans le café vide, je les ai à peine reconnus. Les monstres puissants et terrifiants de mon enfance avaient complètement disparu. Grégory avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 2 jours. Son costume coûteux était froissé, ses épaules étaient affaissées dans une défaite totale, et ses mains tremblaient alors qu'il tenait sa tasse de café. Catherine pleurait doucement, le visage complètement démaquillé, l'air petite et fragile. Ils n'ont pas essayé de me crier dessus. Ils n'avaient absolument plus aucun pouvoir. Au lieu de cela, ils ont essayé de faire quelque chose de bien pire. Ils ont essayé de jouer les victimes. Grégory a levé les yeux vers moi avec des yeux rouges et épuisés, et a demandé pitié. Il m'a demandé de publier une déclaration publique rétractant mes affirmations, ou du moins disant que c'était un malentendu familial massif. Il a plaidé qu'ils étaient au bord de la faillite totale, qu'ils allaient perdre la maison, l'entreprise, absolument tout. Catherine s'est penchée à travers la table, essayant de saisir ma main, sanglotant que nous étions toujours une famille et que j'avais besoin de les sauver. Oh, comme la situation s'est inversée. Maintenant que leur empire volait s'effrite, soudainement ils veulent redevenir une famille. L'audace de Catherine essayant d'attraper sa main après l'avoir traitée comme une maladie pendant 11 ans. C'est tout simplement pathétique. Les pardonneriez-vous un jour ou vous éloigneriez-vous exactement comme elle l'a fait? J'ai lentement retiré ma main, complètement dégoûté par leur pathétique démonstration. J'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient jeté sous la pluie glaciale avec un sac poubelle. J'ai gardé ma voix incroyablement basse, calme et totalement dénuée de toute sympathie. Je leur ai dit qu'ils ne perdaient pas leur entreprise à cause de moi. Ils la perdaient parce qu'ils étaient des voleurs arrogants. Je leur ai dit qu'ils ne voulaient pas de filles. Ils voulaient juste un bouclier hautement rentable derrière lequel se cacher. Je me suis levé de table, les regardant de haut une dernière fois. Je leur ai dit qu'ils m'avaient officiellement perdu à la seconde exacte où le peine dormant a cliqué sur cette lourde porte en chêne il y a 11 ans. Je suis sorti du café, les laissant assis dans les cendres de leur propre choix misérable. J'ai pris l'avion pour retourner à San Francisco cet après-midi-là. Je suis allé directement dans mon grand bureau d'angle, je me suis servi un verre de scotch coûteux et je me suis tenu près des baies vitrées allant du sol au plafond, regardant la magnifique baie scintillante. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant une profonde et incroyable sensation de légèreté dans ma poitrine. L'ombre lourde et suffocante de la famille Kensington avait disparu pour toujours. J'avais survécu à la pluie. J'avais survécu au restaurant. Et j'avais construit une forteresse intouchable faite de codes purs et de simple volonté. J'étais entièrement et complètement libre. Le sang ne signifie pas la famille s'il vous traite comme un ennemi. Elle s'est choisie elle-même et elle a gagné gros. Très bien, les amis. Faites-moi savoir dans les commentaires quel a été votre moment de karma préféré. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et je vous verrai tous dans la prochaine vidéo.